carreau, sur le carreau du bureau. On demande des volontaires pour les mines de Kenadza. Je ne sais pas que c'était Afrique du Nord. Alors Kenadza, c'est un petit... c'est rien. Il y a du sable, et puis quelques légionnaires qui faisaient de la chaux, avec des pierres à chaux. C'était des légionnaires qui étaient punis. Et dans le temps, les soldats punis, on les foutait en Afrique, dans les Bagdad. Voilà. Et c'était à côté de Colomb-Béchard, et c'était des mines de charbon. Ils demandaient des Européens pour charbon. Alors, on avait une prime, on a dit on va y aller, hein, après tout. Déjà, on quitte la France, et on se rapproche du Maroc, qui est pas loin de Gibraltar. Dans mon idée, je dis, c'est pas loin de Gibraltar, si on peut quelquefois aller d'Algérie au Maroc et prendre une barque n'importe à Casablanca, on peut aller à Gibraltar. De Gibraltar, on voit le Maroc, hein, sur la mer. On voit le Maroc. Alors on a dit on va y aller, on verra bien. Et on a été là-bas, on a travaillé dans la mine déjà encore. Et tous les samedis, on allait au marché à Colomb-Béchard. Il y avait un marché au chameau. Et là, il y avait des méharistes, des soldats français, des spahis, avec des grandes douces, et puis ils étaient avec des chameaux. On a parlé avec eux, vous êtes contents? Oui, chef Pétain, oui, oui. On pensait trouver un mec qui dit, ah, je voudrais bien trouver un truc pour De Gaulle, hein. Mais il y en a pas, ils voulaient tous rester là-bas. Donc on a travaillé une petite année, là. Et un beau jour, comme on allait toujours au marché à Colomb-Béchard, on était connus maintenant. Depuis ce temps-là, on était connus. Et il y a beaucoup de monde qui savait qu'on cherchait à passer en France libre, malgré qu'on avait pris des précautions. Et on voit arriver un type qui dit, voilà, je suis capitaine de ceci, de cela, je suis de la France libre. On sait que vous cherchez à rejoindre la France libre. Alors il dit, voilà, si vous voulez, vous prenez le train pour Oran, hein, la ville d'Oran, et vous allez là au foyer du soldat, et là, vous verrez des officiers français et anglais qui sont là pour faire du recrutement. Alors c'est ce qu'on a fait, on a fait notre pactage en douce, et puis la nuit on s'est barré. Et puis on est arrivé là à Colomb-Béchard, à Oran, dans l'après-midi. Le soir, on était dans le train, des wagons à bestiaux, avec de la paille. Hop, on partait. Il nous avait expliqué qu'on allait dans l'armée anglaise. Il y avait la première armée anglaise qui empêchait les Boches de rentrer, et la 7e armée anglaise du général Montgomery qui les repoussait. Les Boches, ils étaient pris entre deux machins. D'ailleurs, c'est après Bizerte qu'ils sont partis. Le général Rommel, qui commandait l'Afrique encore, c'est là qu'il a abandonné tout, il est parti. Alors, on est arrivé à Tabarka, le lendemain. Tabarka, c'est un petit village au bord, pas loin de la Tunisie, quoi. Et il n'y avait pas de Français, il n'y a que des Anglais. Alors ils ont dit, il y en a quelques-uns qui parlaient français, forcément, des gradés, quoi. Mais il n'y avait pas des grands gradés, c'était des petits adjudants, des sergents. Et ils nous ont dit, vous allez vous mettre là, faire la queue dans l'hangar, et vous sortirez par l'autre côté. On a fait la queue pour avoir un pactage. Alors, on les bras chargés de bricoles. On avait des petites guettes comme ça. Comme le Jordan. Anglais, c'est anglais, Ouais, ça. ouais, c'est anglais ça. Hein? C'est anglais, oui. Oui, des petites guettes, puis des pantalons, puis un blouson. On n'avait pas de veste, on avait un blouson. Et sur notre blouson, il y avait un petit drapeau, le blanc-rouge. C'est tout. Rien ne nous distinguait des Anglais. Et puis là,
On avait les bras chargés de bricoles. On s'est rendu dans notre hangar où c'est qu'on couchait. On a dormi et le lendemain on a commencé à faire des exercices avec le FM, avec le fusil. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas tirer. Et comme moi j'étais premier gagnant du tir, ils m'ont dit, tiens, on va lui donner un fusil mitrailleur. Voilà, alors bon, 3 jours après, on était prêt. On m'a donné un fusil mitrailleur, et puis il fallait le démonter les yeux fermés, le remonter les yeux fermés. Tout un cinéma. Et puis là, je suis devenu tireur d'élite après. Alors là, on est monté en ligne. Alors, on était dans un corps franc d'Afrique. Je vais te montrer tout à l'heure une citation que j'ai du corps franc d'Afrique. Et puis, on était français, mais on était dans l'armée anglaise. On était français libre, évidemment. Alors, ils m'ont donné ce fusil mitrailleur. Et puis, on est parti rejoindre les troupes. Mais on était. Il n'y avait pas de blindés, il n'y avait rien du tout. Hein. C'est des bourricots. Ah ben oui, dans la montagne. Il n'y a pas de char qui passe. Hein. C'est pas possible ça. Avec des bourricots. Alors, les bourricots et les Allemands, ils étaient pas loin. Alors, pas le droit de faire du feu, pas le droit de faire de musique. Il fallait faire très attention quand on arrivait dans un coin, faire des trous tout de suite, des trous d'hommes, et se mettre dedans. Parce que les Boches, ils envoyaient un avion où ils demandaient aux Arabes qui étaient là s'ils avaient vu des Français, ou des Anglais, quoi. Et les Arabes, ils disaient oui, il y en a là-bas, il y en a là-bas. Alors si on était repérés, on prenait des obus de mortier sur la gueule. Et c'est pas rigolo, hein, les obus de mortier. C'est là que vous avez. J'en ai pris un là, moi. Ouais. Il était mort, heureusement. Sinon, je sais qu'ils sont morts. Ça, c'est un éclair de bout qui est parti, mais en fin de vitesse, il me jusqu'à qu'est-ce que. Et c'est là. Quand ça éclate au ras de terre. Hein. Un obus, il rentre dans la terre et après, il explose. Un obus de mortier, non, il touche, il explose. Alors, il fait une petite cuvette très basse et tout ce qui est autour, c'est mitraillé par des morceaux de fer comme ça. Et c'est là qu'on vous a retrouvé avec 5 de vos camarades. Ben oui, j'étais le fusil mitrailleur. J'étais le meilleur fusil mitrailleur du bataillon. Alors, à moi, ils me donnaient les trucs. C'est moi qui dirigeais le tir avec des balles traçantes. Ouais. Je mettais une balle traçante dans le chargeur, tous les 5 balles, une balle traçante, et j'avais l'objectif qui m'était fixé. Et les autres fusils mitrailleurs à droite et à gauche, ils ne mettaient pas de balles traçantes, c'était pas la peine. Alors c'est moi qui ai été repéré. On a pris 5 obus de mortier, patatrac, c'est le groupe. Tout le monde était mort, même moi, j'étais mort. On a ramassé les morts avec des toiles de tente. Moi, on m'a ramassé, puis on m'a foutu dans un coin. Et il y a un gars qui passe, puis il me regarde comme ça. Et il dit, viens encore, je dirais, il a bougé. J'avais rien du tout. J'étais au plein de sang, plein de terre, plein de bédoules, plein de tout ça. Mes vêtements arrachés, un sac à dos, il y avait des trous comme ça dedans, un fusil mitrailleur en 2 morceaux. Bon, mais moi, rien. C'est quand même... Hein. Stupéfiant. Ah ouais, c'est du pot, quoi. Et les boguettes, c'était rempli de puces, tout ça, hein, quand vous étiez dans les trous de combat. Les boguettes, quand vous les retiriez, il y avait des tiques, des puces, tout ça. Des puces et des tiques. Ah, des puces, oh, on a attrapé des puces, des poux. Des poux ici, des puces dans les guettes, des petites guettes pleines de puces. Il y avait des machins. La gale, on a attrapé la... Ben, on coupe. Toute la journée, on était dans la terre. Et quand il pleuvait, on était là aussi dans la terre. Ouais. Hein? Alors que la fois, on avait de la bédoule jusque les roupettes. Et oui. Il fallait rester. Parce que les Boches, ils savaient qu'on était là.
Ah, c'était une drôle de guerre, hein, c'était pas du tout la guerre de la deuxième DB, hein. Alors, c'était pas le même. Hein. Alors, les corps francs d'Afrique, je sais pas comment ça s'est passé. Moi, j'étais blessé à Bizerte. Quand je suis sorti de l'hôpital, on m'a donné l'ordre de rejoindre à Alger la caserne Vallée. Et c'était là que la France Libre, elle était là. Les bureaux de la France Libre, ils étaient là, dans la caserne Vallée, à Alger. Et ils nous ont dit, vous allez signer un engagement, mais un engagement depuis le début. Parce que là, vous étiez dans l'armée anglaise, vous n'étiez pas dans l'armée française. Hein. On a signé un engagement dans la France libre 6 mois avant. Et là, ils nous ont dit, le général de Gaulle, il veut faire une division. Hein. C'était un colonel de blindé, lui, le général de Gaulle. Il voulait faire une division blindée. Alors, il demande du matériel aux Américains. C'est pas mal, pas fatigué. Alors, il dit, vous allez à Rabat, au Maroc. Et à Rabat, il y avait on appelle ça, je ne sais plus comment. Il y a 1 kilomètre de mur, 1 kilomètre de mur, encore 1 kilomètre de mur, et là, il y a une porte d'entrée. C'était un truc fermé. Et là, la division devait se faire là. C'était on attendait du matériel. Alors, quand on est arrivé, ils nous ont dit, vous n'êtes plus que corps franc, vous êtes dans le 3e régiment de marche du Tchad. 3e régiment de marche du Tchad, qui était au Tchad, évidemment. Mais le régiment de marche du Tchad, c'est le premier régiment qui a rallié De Gaulle en 1942. Et comme nous, on avait commencé la guerre en 1942, ils ont dit on va vous intégrer là-dedans. Et on est arrivé dans ce machin-là, bureau de recrutement, et c'est nous, ils ont fait, avec nous, ils ont fait le noyau de la TV. Avant de recevoir le matériel, il y avait tous les types, ils étaient là. Des marins, des marins, des aviateurs, un peu de tout. Mais nous, on a été le noyau de la deuxième DP. Et puis, alors, moi, comme j'étais blessé à la jambe, capitaine, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, on va te nommer première classe. Mais j'ai dit, merci. Et il dit, est-ce que tu veux être chauffeur? Je dis, oui, mais pourquoi? Alors il dit, d'Astrac, il y en a une dehors. Alors j'étais voir, je dis oui, pourquoi pas? Et puis bon, ben voilà. C'est sur ça que ça se... Le lendemain, on a commencé à apprendre à conduire, Ouais. d'abord. Il y en avait quelques-uns qui conduisaient, mais très peu. Hein. En France, une voiture n'était pas tout le monde, à cette époque-là. Et puis on apprenait à conduire, on apprenait à rouler penché comme ça, mais pas trop parce que dans le track, si elle se renverse, il y a des arceaux. Et si les types il est pas en dessous, il est coupé en deux. Hein. C'est arrivé une fois. Le gars, il a pris un fossé comme ça, il était trop penché et il s'est retourné. Et sous l'arceau, il y avait deux types qui ont été zigouillés, forcément. La track, faut rouler droit. C'est pas fait pour. C'est pas un char. Hein. Voilà. Alors là, 3 mois après, on a reçu des matériels. On a commencé à rouler un peu à droite à gauche. Les artilleurs, ils ont reçu leur canon. Les marins, ils ont reçu leur char. Les marins, ils avaient un char rapide. C'était destroyer. Ah, le M10. C'était un char destroyer.
Alors que les autres, ils avaient le char Sherman. hein, Sherman. Sherman. Alors, Sherman, c'est un canon de 80, 75, et Le F-10. Destroyer. ouais, c'est un canon de 105. Alors, les marins, les fusiliers marins, ils avaient un char qui était plus rapide que les autres. Il était plus léger, plus rapide, et quand il prenait un 88 dans le ventre, ça comptait. Hein. Ouais. Alors, au bout de. On était en 44, et vers la fin de l'année, le capitaine il m'appelle, il m'a dit tu vas faire. On va envoyer un convoi de précurseurs à l'Angleterre. Ouais. Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Oui, bien sûr. Alors, on a fait un gros machin, un gros bateau. Un gros bateau avec une grande porte qui s'abaisse comme ça. Ouais. Et puis ça s'ouvre. Un bateau de débarquement, Ouais. quoi. Un LST. Un LST. Et il est arrivé à Casa et on a mis plein de matériel dedans, des chars, des trucs, pour aller en Angleterre. Mais en précurseur. Ouais. Bon, alors on a embarqué à Casa sur les bateaux anglais, Ouais. bateaux qui se ferment et qui Yes. s'ouvrent. Et puis on a été attaqué 3 fois par des sous-marins. Parce que eux, les sous-marins, ils savaient qu'on transportait du matériel. Mais avec nous, il y avait des destroyers américains. Alors ils zigzaguaient à travers nous et on a vu un sous-marin allemand couler complètement. Ah ouais. Et les autres, ils sont sauvés, quoi. Ben oui, et les Allemands, ils cherchaient à détruire le plus possible de matériel. Ils savaient très bien que le matériel américain, il arrivait en Algérie ou au Maroc, et de là, il partait en Angleterre. Ils le savaient, ça. Ils étaient au courant de tout. Hein. Alors, on est arrivé avec quel bateau, là, à Swansea, en Écosse. C'est tout à fait derrière l'Angleterre, c'est loin de c'est un long trajet. Hein. Et quand on a débarqué là-bas, je dis à ma copain, mais on dirait qu'on est un bruyère d'Artois ici. Tous des corons. Il y avait c'était une ville minière. Qui faisait beaucoup de charbon. Et puis pareil, des corons, des maisons. Alors on est resté là 2 jours, après on est parti sur Hull et York. Et là on a fait un grand camp pour les copains qui allaient arriver. Voilà. Et on est resté 6-7 mois en Angleterre, ouais, jusqu'en juillet 44. Ouais, juillet 44. Donc là, vous avez débarqué en Normandie, Oui, sur la plage d'Utah. La plage d'Utah Beach. La plage, oui. c'est la plage d'Utah. Utah Beach, oui. Ouais. On n'a rien eu pour débarquer. Et par contre, ce qu'il y a eu, c'est que les Allemands, quand les Américains ont débarqué, ils ont eu du mal déjà de débarquer. Ouais. Et en face d'eux, il n'y avait presque pas d'armée. Les Boches, ils avaient mis un peu d'armée sur la plage, sur les plages, pour défendre les plages. Mais le gros de l'armée allemande, elle était dans le Midi. Il y avait 3 divisions SS, 3 divisions blindées SS, qui ont été ralliées tout de suite. Et ces types-là, ils ont pris la route. Ce qui fait que quand nous, on est arrivés en Normandie, eux, ils sont arrivés aussi. Alors, t'as compris. Aïe, aïe, ben. Il y avait, dans les villages français, les Américains, ils ne regardaient pas, hein. Ils ne regardaient pas, machin, Argentan, une petite ville, on a envoyé un 4x4, un machin.